Podcast. Cet épisode est sponsorisé par PokerNFT.com. PokerNFT.com, le seul site où vous pouvez jouer au poker avec vos NFT. Putain. Ça existe vraiment? Vu le niveau des pubs dans l'App Store, je suppose qu'on va finir par avoir le droit à PokerNFT.com, oui. C'est quand même particulier comme truc, non? Putain. J'ai pas compris. Tu payes ton iPhone 1050 € au moins et 2000 et quelques euros au plus. Et en plus, tu peux maintenant plus ouvrir une seule application sans avoir de la pub. T'as la pub pour leur putain de service partout. Oubliez pas Apple Pay, oubliez pas Apple TV+, oubliez pas Fitness+. Comment ça, t'as pas 3 mois d'abonnement gratuit? Qui d'ailleurs a payé une seule fois pour Apple TV+, et Apple Fitness, parce que c'est pas possible. Ouais. Et donc maintenant des pubs pour des casinos et des jeux de poker dans l'App Store. Heureusement que Tim Cook disait on transformera jamais nos utilisateurs en produits et la pub c'est le mal et nous on est ni Google ni Facebook quoi. Bah si, bravo, t'es encore pire que Google et Facebook. C'est ça. Non ouais c'est particulier. En fait je m'attendais pas à voir ça. Comment dire? C'est à la fois insidieux et enfin, c'est débile, quoi. Genre, je sais pas, c'est très décevant. Il y a beaucoup de trucs qui vont bien chez Apple actuellement. Je trouve que certaines décisions en termes techniques et de design, tout ça, ont beaucoup de sens, sont très intéressantes et donnent limite un certain enthousiasme, je pense, par rapport à une certaine période qu'on a connue il y a pas très longtemps. Mais là, ce genre de décision, enfin, c'est incompréhensible. Je vois pas trop le... Enfin, je sais pas, je comprends pas. Je sais bien que Apple Ads, c'est un vrai truc, tu vois, qu'il y a une... Enfin, iAds ou Apple Ads, je sais plus quel nom ils ont gardé. Enfin, à ce niveau-là, c'est d'une... Enfin, non seulement c'est du foutage de gueule, d'accord, mais c'est pire que ça, parce que d'une boîte qui a ce sens du détail et de l'esthétique, enfin, des choses comme ça, il y a rien qui va, en fait. Je sais pas jusqu'à où elle remonte, cette décision, mais enfin, à la fin, elle arrive forcément sur le bureau de Tim Cook. Bien sûr. Et tu sens que c'est Excel qui a pris le pouvoir. Et oui, évidemment, Apple peut pas continuer à grossir. On disait, elle peut pas continuer à grossir à 2 chiffres, et en fait, elle y arrive. Mais bon, au bout d'un moment, il y a un nombre fini d'humains, et donc il y a un nombre fini d'iPhone et d'Apple Watch que tu peux leur vendre. Et évidemment, le vecteur de croissance, c'est les services. Surtout si, comme Tim Cook, tu prétends que l'environnement c'est important, et donc à un moment ou à un autre, comme je l'ai déjà beaucoup écrit, il va falloir qu'ils arrêtent de vendre du matériel. Et j'irai même plus loin, c'est évidemment en te louant du matériel et en réussissant à quelque part avoir une boucle fermée de circulation du matériel. Je te le vends, je te le reprends, je le recycle, je te revends un nouvel appareil fait avec le matériel de l'ancien. Exact. Qu'ils arriveront à remplir leurs objectifs. Donc au bout d'un moment, il faut réussir à faire augmenter le fameux ARPU, le revenu moyen par utilisateur, et tu fais ça que par les services. Sauf qu'à la fin, il y a un truc qui est monstrueux qui s'appelle l'industrie publicitaire, qui dépasse tout ça. Et quand tu vois même Netflix, qui pourtant est l'un des rares services de streaming qui était sur une ligne on ne fait que du payant, qui s'ouvre maintenant à la publicité, ils le font parce qu'ils sont pas stupides et ils savent que s'ils ouvrent à la publicité, ils peuvent ajouter un 0 à leur chiffre d'affaires. Et Apple, c'est pareil. Et donc, à la fin, ils sont prêts à tuer leur marque pour faire du fric. Et je crois que c'est tout à fait sincère. Et je crois qu'on y va gaiement et qu'on y va de manière absolument pas cachée. Je suis pas d'accord quand tu dis que c'est insidieux. Je crois que ça l'est pas du tout. Mais ce qui est clair, c'est qu'ils ont décidé de tuer Apple. Chouette. Enfin, comme l'autre abruti qui pose 42 milliards ou je sais plus combien de milliards pour acheter Twitter, quoi. 44. Il a... J'ai retenu parce que c'est assez facile à retenir. C'est 4 tu le dis. Enfin, il l'a acheté pour le tuer, quoi. Il en fera autre chose, il en fera une machine à cash, j'ai aucun doute. Peut-être même malgré lui, d'ailleurs. C'est pas impossible. mais il aura tué Twitter. Et pareil, ils sont en train de tuer Apple. Génial. Je suis pas sûr d'avoir envie d'être là pour voir la fin. En même temps, vu la direction que prend ce podcast, on sait très bien qu'à la fin, on finira dans une grotte. Ça va être chiant à monter avec l'écho. Ah, il y a de l'écho? Non, pardon, c'était une réponse à ta blague. Grotte. Oh, c'était une blague. Oh Tu sais ce Reddit qui s'appelle Whoosh? Voilà. Je suis très...
Mon cerveau est très allumé aujourd'hui. Ça va être un net épisode intéressant. Anywho. T'as le droit de dire regarder si tu veux. Allez, tant qu'à faire, regardons. J'ai vu peu de choses ce dernier... j'ai appelé ça un cycle. Tiens, voilà. J'ai vu peu de choses ce dernier cycle. J'ai fini Les Anneaux de Pouvoir, que je n'aime pas. Surprise. Personne ne l'a vu venir, je sais très bien. Non, mais en gros, en fait, j'avais écrit initialement que c'était quelque chose de très bête comme saison, plutôt que série. Je me refuse encore à dire que c'est une mauvaise série, parce que, bon, on a vu qu'une seule saison, mais visiblement, les germes sont là, quoi. Ce qui m'ennuie le plus, en fait, c'est pas que c'est bête, c'est que c'est plutôt intelligent dans le sens où c'est... Mais c'est pas du Tolkien, ça, c'est de l'anti-Tolkien. C'est-à-dire que Tolkien était vraiment de l'anti... J'ai déjà dit, mais dans l'anti-modernisme, dans l'anti-technologie, pour l'amour de la technologie, tout ça. Et là, on est vraiment dans l'inverse. Enfin, c'est réécrit à la sauce d'aujourd'hui avec du mal dans du bien dans du mal, des nuances là où il faut pas en mettre, et du... Enfin, il reste plus rien, en fait, de l'original. Je vais dire un gros mot aujourd'hui, parce que c'est pas un mot qu'on a l'habitude d'entendre, mais de la pureté originale. C'est-à-dire que du fait que les caractères, qui ont évidemment leurs forces et faiblesses, leurs défauts, leurs qualités, ce que tu veux, ont quand même un axe qui ne dévie pas plus que ça. Là, c'est quelque chose de beaucoup trop... Enfin, je trouve ça assez... Je vais dire malsain. Je vais le dire, voilà. C'est drôle parce que j'ai regardé Rosaline, qui est une espèce de réinterprétation de Roméo et Juliette. Donc, ça passe sur Disney+. Le pitch, c'est que Rosaline, c'est l'ex de Roméo. Ah. et où, dans le film, tu vois donc Roméo quitter Rosaline pour Juliette. Et puis, Rosaline, en fait, organise la pièce de Shakespeare, quelque part. Je vois que ça a 2,9 étoiles sur 5 sur Allociné. Donc, visiblement, les gens n'ont pas aimé. Et moi, oui, j'aurais tendance à mettre un peu plus que 2,9 étoiles, pas 5, quand même, faut pas déconner. Mais justement, quelque part, pour les raisons inverses à celles que tu as soulevées avec Les Anneaux de Pouvoir, qui est... ça joue avec Shakespeare. C'est pas je prends le texte de Shakespeare et je remplace Juliette par Rosaline, ou c'est pas je m'abstrais complètement du texte de Shakespeare, parce qu'il y a quand même des passages où, d'ailleurs, c'est très très drôle de passer de l'anglais moderne, et de la musique moderne, d'ailleurs, à l'anglais des pièces de Shakespeare. Et où il y a quelque part ce dialogue permanent avec Shakespeare en disant très clairement, on est dans un film, c'est pas un film d'époque, quoi, c'est un film moderne, avec des habits d'époque, mais un film moderne. D'accord. On joue avec Shakespeare et on n'essaye pas de refaire Roméo et Juliette, quoi. On fait pas Roméo et Rosaline. Et où quelque part, Les Anneaux de Pouvoir, t'es pas dans le dialogue avec Tolkien. Il y a quelque part, c'est on roule sur Tolkien et on dit non, c'est nous Tolkien. Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a pas d'épaisseur quelque part. Alors que là, c'est un film débile, c'est un truc pour les adolescentes, ça dure 1h37, c'est un truc que t'as envie de débrancher ton cerveau, tu le regardes, quoi. Mais il y a un dialogue avec l'œuvre originale. Ouais. Alors que dans Les Anneaux de Pouvoir, pour le peu que j'en ai vu, il y a un côté... Enfin, il n'y a pas d'espace, quelque part, qui est laissé pour toi, spectateur, pour t'intéresser à l'œuvre de Tolkien, non. Quoi. C'est ça. C'est vraiment dommage. Enfin, et quand je dis malsain, je le pense vraiment dans le sens où ça rompt avec cette filiation qu'il peut y avoir avec l'œuvre écrite. Du coup, forcément, ça empêche l'accès à cette œuvre aussi. Et ouais, enfin, c'est juste du temps gâché, quoi. C'est vraiment dommage. À propos de temps gâché, j'ai aussi regardé, ou commencé à regarder encore, qui est le dernier Clapiche. Ouais. J'ai arrêté au bout d'1 heure, je crois. C'est le truc le plus mal écrit que j'ai jamais vu. Ah merde, pourtant que Clapiche d'habitude, bon, ça Pourtant, va. ça va. En plus, ça partait d'une bonne idée parce que donc c'est un film autour d'une danseuse classique qui se casse la jambe ou un truc comme ça, qui du coup peut plus danser, qui du coup réinvente sa pratique. Elle passe de la danse classique à la danse contemporaine. Et le rôle principal est incarné par Marion Barbeau, qui par ailleurs est une vraie danseuse, quoi. Donc c'était intéressant, quoi. Enfin, techniquement, ouais. Je regarde les premières scènes, il y a pas d'erreur, quoi. Ça ressemble à de la danse. Sauf que c'est super mal écrit, quoi. C'est écrit par... tiens, je parlais de films pour les adolescentes. C'est écrit par une adolescente qui pense savoir écrire pour le cinéma, quoi. C'est... tu sais, ces expositions très longues. T'as des gens qui se rencontrent, qui se connaissent depuis 15 ans, mais qui se racontent toute leur vie. Parce que c'est naturel que quand tu rencontres ton meilleur ami, t'es obligé de revenir sur 15 ans d'existence. Insupportable. Il y a beaucoup de films comme ça aujourd'hui, je trouve. C'est affreux. Où l'exposition est forcée, mais de ouf. Et t'es vraiment pris pour un con, mais alors c'est incroyable. Ouais. Il n'y a pas d'espace pour les questions, c'est-à-dire que dès qu'il y a une question qui est posée, t'as la réponse dans les 30 secondes. Ah, terrible.
Et c'est fatigant. C'est-à-dire que pendant l'heure ou l'heure et quart que j'ai regardé avant de dire non mais c'est bon quoi, t'es dans l'exposition en permanence. C'est-à-dire que au bout d'une heure seulement, tu commences à finir l'introduction de c'est bon, on a compris qu'elle s'était cassée la jambe et qu'elle allait se réinventer. Et là, tu commences seulement la nouvelle intrigue. On est déjà à 60 ou 70 minutes dans le film. Ouais, d'accord. Donc j'ai dit stop. Je crois que c'est le premier clapiche. Non seulement que je finis pas, ça c'est certain, mais qui me laisse comme ça sur un sentiment négatif. C'est dommage. Il y a vraiment beaucoup de films comme ça aujourd'hui. Enfin, et surtout les dessins animés Frozen, tout ça, le 2 par exemple, était beaucoup comme ça aussi. Beaucoup dans l'exposition. Chaque question a sa réponse immédiatement après. Il n'y a pas vraiment de vrai enjeu. Tout est résolu hyper rapidement. Il n'y a pas de méchant. Il y a pas de... Enfin, c'est un flux bizarre, un peu un magma comme ça, informe, et ça va de... Voilà. Mais du coup, c'est dommage parce que, en tant que spectateur, t'es complètement passif, quoi. Enfin, c'est une espèce de cinématique de jeu vidéo, ça déroule, et du coup, tu te poses pas de questions, il n'y a pas de place laissée à... Enfin, je parlais de dialogue tout à l'heure, il n'y a pas de dialogue entre toi et ce que tu regardes, quoi. Non, c'est voilà, prenez. Ouais. Je trouve ça... Enfin... Pour un média de l'imaginaire, je trouve que ça laisse peu de place à l'imagination, c'est quand même fort dommage. Enfin... Et t'as pas le temps non plus de te pencher sur ce qui pourrait être intéressant, au moins visuellement. Je sais pas si c'est pareil pour le clapiche là, mais par exemple, je reprends Frozen 2, ça allait tellement vite qu'à aucun moment tu peux te dire « Ah ouais, cette scène est quand même vachement jolie, ah oui, ceci, cela ». Tout est hyper rapide. Le problème du clapiche, en plus, c'est que à part la moitié de la première scène, c'est filmé comme un documentaire, quoi, donc c'est moche. Effectivement. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. C'est un ratage sur toute la ligne, quoi. C'est assez simple. Écoutez, espérons que ce sera mieux. Écoute, j'ai écouté. Ah, qu'il est drôle. J'ai écouté des différentes choses ces 2 dernières semaines. J'ai écouté le dernier MIA ou Maya, je sais jamais comment on dit, qui s'appelle Mata. Qu'Apple veut vraiment que j'écoute. Je sais pas pourquoi, mais... ouais. Ouais, j'ai aucune objectivité sur Maya. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'elle fait de base et j'aime beaucoup sa personnalité, tout ça. C'est une esthétique qui m'est totalement étrangère, mais peut-être que c'est aussi pour ça que j'aime bien. C'est un peu c'est mon compartiment trash, trash music, tu vois, entre guillemets. Il y a elle dedans, ce qui est un peu, tu sais, genre en mode les rêves parties, tout ça que j'ai jamais fait dans ma vie. Bah, tu vois, je l'ai fait dans ma tête en écoutant Maya, quoi. J'ai bien aimé cet album. Après, enfin, je pense quand même qu'il y a sur le propos, l'expression, c'est un peu moins politiquement profond, je trouve. Un peu moins dans l'engagement, tout ça. Enfin, c'est des choses plus consensuelles que d'habitude. Et donc, du coup, je crois aussi que ça se ressent sur la qualité du son. Mais les 2, 3, on va dire 4 vraiment morceaux qui valent le coup sont super. Et du coup, ça rattrape tout l'album. Donc, ouais, aucun problème. J'ai écouté aussi 9 Pieces ou 9 pièces parce qu'il est français de Tilassine. Oh, Tilassine, bon, je sais pas. Tu connais un petit peu ou pas, je sais plus. Pas du tout. Si tu connais, parce que c'est lui qui a fait la BO de OVNI. Ah, je suis d'accord. Donc oui, je connais très bien du coup. Tu connais très bien. C'est très sympa. Je sais pas, bon électro, bon son, ça s'écoute tout seul. Je sais pas quoi dire de plus, c'est très bien. J'ai écouté un album de pop que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle The Loneliest Time de Carly Rae Jepsen. C'est un objet pop comme on n'en fait plus. C'est exactement ça. C'est vraiment la pop dans son expression la plus pure, quoi. C'est ridicule. Ouais, complètement. mais génial dans le ridicule. Ça va au bout, quoi. Elle a une place, je trouve, dans la pop qui est unique. Et elle sait ce qu'elle est. Et elle sait ce qu'elle est, exactement. On voit qu'elle se cherche pas, quoi. Et à l'inverse... le connard. Le connard, putain. Vas-y. J'ai écouté l'album de pop que j'ai moins aimé, qui s'appelle Midnight de Taylor Swift. Je sais pas si tu connais. Qui est un triomphe. Non, alors... Un triomphe de quoi? De la médiocrité? Je ne sais pas. Non, je me sens méchant, je pense pas en plus. Non, enfin... indépendamment de tout jugement personnel, Taylor Swift est une artiste extraordinaire qui travaille énormément, qui a une production complètement dingue, qui écrit vraiment superbement bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Genre, je crois que si quelqu'un est en désaccord avec ça, mais... Bon. Mais c'est juste mon goût, je crois. C'est-à-dire qu'en fait, alors, je vais être honnête avec toi, Anthony.
pas comme d'habitude. C'est que... non, c'est que d'habitude, bien sûr. Ouais. C'est qu'en fait, j'ai écrit les notes là du podcast au bout de la 4-5e écoute de l'album. Tu lui as quand même donné sa chance, c'est pas mal. Et j'ai continué à l'écouter encore après. Parce que, en fait, j'en avais marre de me dire, putain, mais pourquoi j'aime pas et donc, à ce moment-là, j'étais en mode, bah, écoute, c'est juste pas mon goût, voilà, quoi. Et j'ai réécouté, et je crois que j'ai écouté en tout 7-8 fois. Et à la 7-8e fois, j'ai plus apprécié. Mais ça me fait chier d'avoir dû le faire 7 ou 8 fois pour apprécier. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense qu'il y a quand même une espèce de lavage de cerveau à ce niveau-là. Même le fait qu'il y ait Lana Del Rey, ça te... Non, alors par contre, cette chanson est sublime, je l'adore, elle est merveilleuse. Lana Del Rey, oui, c'est fantastique. Mais zéro objectivité, toujours. Mais c'est... Non, en fait, je crois vraiment que c'est un bon album. C'est juste que c'est vraiment pas mon goût. Il y a quelque chose qui passe pas dans la transmission de Taylor Swift, son personnage, son expression et mon esthétique à moi, quoi. D'abord, j'aime beaucoup l'esthétique de l'album parce que Helvetica partout, utilisé de cette manière-là. C'est très beau, c'est très beau. Rappelle que parfois Helvetica, ça peut être très beau. Mais c'est d'ailleurs très bizarre. C'est un objet, c'est une image presque autant qu'un album. Oui. Ouais. Mais quelque part, ça, le côté un peu glam, un peu 70s, s'entend, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déconnexion entre la jaquette et ce que tu entends. En même temps, ce que je trouve, et c'est pour ça que je pense que c'est un triomphe, c'est qu'il y a effectivement un côté glam, un côté 70s, mais glam pas exubérant, quoi. Mais elle arrive à le ramener à une musique très contemporaine en réussissant à faire la synthèse de ce qu'elle avait fait il y a 5-6 ans en allant chercher le rap, la R&B, enfin la musique noire, quoi. Et ses racines plutôt alternative folk, notamment ce qu'elle a fait avec Folklore et Evermore là, ces derniers temps, où là c'est de la musique très blanche. Elle réussit à prendre ça et à faire un peu la synthèse avec voilà, du synthétiseur, de l'électronica, un peu de chill out. Enfin, je trouve ça s'écoute pas mal, quoi. Il y a évidemment des choix esthétiques dans le truc, notamment le vocoder, des trucs comme ça, ça me passe un peu dessus, mais... Et en plus, je trouve que c'est pas mal écrit. Les paroles sont... Enfin, comme toujours chez Taylor Swift, toujours, il n'y a pas de problème. Oui. Tu peux réécouter 15 fois et entendre 15... Enfin, redécouvrir à chaque fois 15 états différents, quoi. C'est ça. C'est ça. Et je dis 15 fois parce que j'en suis à ce nombre d'écoutes, quoi. C'est... Je crois que Carly Rae Jepsen, c'est ce que la pop fait de mieux dans son genre. Je crois que Midnight, pour Taylor Swift, c'est ce qu'on fait dans un autre genre de pop de mieux, quoi. Oui. Mais parce que c'est Enfin, musicalement, c'est incroyablement dense, quoi. Oui, c'est vrai. Ça peut presque s'écouter comme quelque part comme un précis d'histoire de la musique contemporaine, quoi. C'est... Enfin, je trouve... mais en même temps, c'est pas chiant à écouter, quoi. Non, je suis d'accord. Puis, c'est... Mais comme toi, avec Lana Del Rey, j'ai zéro objectivité sur Taylor Swift. Donc... Franchement, je reconnais le travail et le talent, je veux dire, c'est sûr. Et puis, elle travaille avec Antonov depuis très longtemps maintenant. Et c'est un producteur que j'adore aussi, qui a d'ailleurs bossé avec Del Rey sur d'autres albums. Donc, non, c'est un son qui est vraiment très très bon. Ça y a pas de problème. Et je voulais dire un autre truc, mais que j'ai oublié. Comme j'avais prévu qu'on s'écharperait sur Taylor Swift, j'ai pas noté grand-chose. J'aimerais quand même que tu me promettes que tu vas aller écouter Alma, qui est un album de Yaron Herman. Bon, alors, tu sais quoi ? D'habitude, je note toujours et j'oublie de le faire. Là, je vais le mettre directement dans la bibliothèque, maintenant, tout de suite, en direct, live. Et que les gens qui nous écoutent fassent pareil. Apple classe ça dans Classical Crossover, je ne sais pas pourquoi. Mais non, mais les catégories d'Apple, c'est n'importe quoi. Je crois que c'est parce qu'il y a du piano et ça leur suffit. Je sais pas comment décrire le genre musical. Je crois aussi que ça explique le Classical Crossover. C'est pas vraiment du jazz, c'est pas vraiment du classique. Enfin, c'est du piano, quoi. Mais je crois que t'aimerais, et je crois que ça, pas mal de monde pourrait aussi aimer. Et c'est pas la musique d'ascenseur non plus. Enfin, je trouve ça intéressant. Et il y a évidemment plein de trucs que j'ai écoutés pendant le bouclage de mon bouquin et que j'ai écouté à très fort volume pour pas m'entendre penser. Mais pour éviter d'y passer une demi-heure, je mettrai le lien vers la nouvelle édition de ma playlist dans la description.
que vous pouvez trouver dans le podcatcher de votre choix, pour parler comme un podcasteur. Et où j'ai sélectionné, je sais pas, 20 ou 25 morceaux. C'est les trucs que j'ai écoutés ces derniers jours. Tu les fais automatiquement ou à la main, ta playlist? Quand je me dis, ah tiens, c'est bien ce que j'écoute, je le mets dans une playlist draft. Et à la fin du mois, donc là en ce moment, ce week-end, quoi, parce qu'elle sort le 1er du mois, ce week-end, je vais réécouter 3-4 fois la playlist, la réorganiser, parce que j'essaye de l'organiser comme un set de radio, quoi. Enlever des morceaux pour être autour d'une vingtaine de morceaux à la fin, et puis voilà. Une édition par mois, c'est pas mal. Et c'est assez plaisant justement d'essayer d'organiser ça comme un set de radio, qui ait une ambiance, qui ait des transitions, ça me permet de comprendre pourquoi je me suis dit, ah tiens, c'est bien ça. Et parfois en fait c'est le groove là qui m'a... Par exemple, ce mois-ci, je me suis rendu compte qu'il y a 3 ou 4 morceaux que j'ai mis dans la playlist, ils ont très clairement une grosse inspiration brésilienne. Ah d'accord. Et donc ça fait un moment dans la playlist, quoi, un moment brésilien dans la playlist. Et c'est clairement le truc qui m'a... Visiblement, ce mois-ci, j'étais dans une humeur brésilienne. Ouais, je pense que c'est le temps qui fait ça. Et donc là, et quelque part, à la fin du mois, je revois ma playlist et je fais, ah oui, tiens, je comprends mieux. C'est assez sympa, c'est un exercice assez sympathique, et ça me permet vraiment j'ai beaucoup dit ces derniers épisodes que j'essayais d'écouter un peu plus d'électro et de diversifier un peu ce que j'écoutais. C'est aussi un bon outil pour ça, m'arrêter un moment et me dire tiens, ça j'ai plus aimé. Et d'ailleurs je pense que c'est maintenant la 3e édition, je pense que si on prend les 3 d'affilée, on voit comment je progresse au fur et à mesure dans ma découverte de l'électro. Et comment des trucs que je tenais pour acquis il y a 3 mois, qui est par exemple, je veux que de l'ambiance, je veux pas de techno, bah en fait 3 mois plus tard, si parfois la techno c'est bien, c'est fun, c'est vraiment sympa. C'est toujours quelque chose que j'ai pas trop... Enfin, quand on demande ce que t'écoutes comme musique, tu sais, quelqu'un qu'on connaît pas ou quoi que ce soit, la seule réponse valable, c'est un peu de tout, tu vois. Évidemment, c'est difficile de décrire, mais le genre de musical a vraiment peu de... à moins d'être monomaniaque, quoi. Mais genre, ça a peu de relevance, c'est quoi le terme déjà ? Pertinence. De pertinence aujourd'hui, avec tout le streaming dans tous les sens, et tous les crossovers, il y a que des passerelles, en fait, limite. Il y a des passerelles qui sont plus solides que d'autres, qui mènent à des endroits plus intéressants. Très vrai. Et quelque part, cet exercice de playlistage, un nouveau nom, c'est un... Liste de lecturing. De liste de lecturing. C'est un moyen, quelque part, de documenter le chemin, quoi. Et je trouve ça vraiment intéressant. Enfin, en tout cas, ça me permet de... Je crois que ces dernières années, à cause du streaming, j'avais tendance à considérer la musique un peu comme de l'ambiance, quoi, ce qui est dommage. Et là, je me sens redevenir mélomane. Oui, ça conscientise, pour le dire françaisement. Pour le dire de manière un peu pédante, ouais. En même temps, qui sommes-nous à part de pédants qui ont un podcast ? Certes. Anyway. En fait, je lis pas mal de trucs, mais c'est souvent des petits trucs. Souvent, du coup, je les lis et j'oublie de les noter. Et ça reste quelque part dans mon cerveau, mais voilà. Un truc qui m'a marqué quand même, c'est pas vraiment une lecture, c'est plus une écouture, mais d'un podcast d'interview, donc je le mets dans la lecture. J'avais écrit « Écoulir » sur mon blog pour parler des livres audio et des conférences que tu regardes ou des trucs que tu regardes sans la vidéo. Alors, j'adore. Écoulir, go, vas-y. Donc j'ai écoulu. Tu vois. Magnifique. Que j'écoulasse. Donc j'ai... Je l'ai perdu. Merveilleux. J'ai écoulu Entrepreneurial Insights, l'interview de Andrew Wilkinson sur The Knowledge Project, sur YouTube du coup. J'aime beaucoup comme tu ne lis que des trucs de business. Ah, tu sais pourquoi ? Non, il faut que tu dises non, là, du coup. Voilà, merci. Donc non. Non. Parce qu'en fait, la majeure partie de ce que je lis ces temps-ci vient de mon PDG. Parce qu'en fait, sur Slack, il en a un channel qui s'appelle Reading List ou peu importe. Et où chacun peut poster des choses qui l'ont inspiré sur X sujets, peu importe, et faire un petit résumé, tout ça. Et souvent, c'est lui qui poste dessus. Et vu que j'aime bien procrastiner, c'est une
source parfaite pour moi pour justement lire des choses et tout, et c'est souvent des choses effectivement un peu business. Et donc à la base, il avait donné un lien vers un article de Farnham Street que tu connais déjà, et je sais même plus quel est l'article original, mais qui donnait un lien vers ça, et c'est cette vidéo que j'ai regardée du coup par ricochet, quoi. C'est terrible parce que ma liste Pocket là augmente de jour en jour, et j'ai jamais aussi peu lu sur Pocket, parce que maintenant quand je suis dans le métro, je fais mon japonais, parce que j'essaie d'apprendre le japonais, enfin bon, peu importe. Voilà. Alors, du coup, cette vidéo parle de... Enfin, c'était une interview d'un entrepreneur qui s'appelle Andrew Wilkinson, qui gère la boîte qui s'appelle Tiny quelque chose. Tiny Capital. Donc, Andrew Wilkinson fait une donc interview. Les gens qui possèdent Aeropress. Aeropress, tout à fait. Ainsi que Dribble, deux, trois trucs comme ça. J'ai trouvé ça très intéressant parce que déjà, sur la forme, c'est quelqu'un qui... Enfin, l'interview est très calme. C'est vraiment entre deux amis, c'est posé, ça me paraît, en tout cas à mes oreilles de néophyte, ça me paraît très honnête et transparent sur notamment le burn-out, l'addiction, non seulement au téléphone, mais aussi au fait de, quand on est entrepreneur, justement de se sentir utile, de se sentir important dans ce qu'on fait. Il dit qu'il est accro à être indispensable, en gros, quoi. Je trouve ça très intéressant. Ouais. Ouais, je me suis dit que ça te parlerait un petit peu, je sais pas pourquoi. Et évidemment, l'entrepreneuriat me fascine parce que c'est quelque chose qu'au quotidien, je me demande comment les gens qui ont de l'argent continuent à travailler. C'est quelque chose qui est un peu un grand mystère pour moi. Et parce que moi, je sais que je travaille déjà pas et j'ai pas d'argent, donc enfin, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, il a quelques phrases comme ça. Donc, il cite Dyson, le James Dyson, là, l'ingénieur pro-Brexit qui travaille plus en Angleterre, qui dit en gros qu'il est en permanence 20% dissatisfait de tout ce qui existe, quoi, de tout ce qui se fait. Donc il a toujours l'impression de pouvoir améliorer tout, quoi. Il dit aussi quelque chose, le Wilkinson, là, pas le Dyson, en anglais il dit The things that make me successful prohibit me to enjoy that success. Et je trouve ça vraiment à la fois, c'est moi qui adore les paradoxes, tu vois, je pense que tu vois pourquoi j'aime cette phrase. Et surtout, une autre phrase qu'il a dit, c'est que pour lui, les gens qui ont du succès, ils ont tous un anxiety disorder, enfin, comment on appelle ça, une espèce d'angoisse existentielle qui est dirigée, contrôlée, canalisée vers la productivité. Ouais. Et que du coup, il y a cette addiction-là qui est réelle, qui est que tu fais quelque chose et c'est jamais fini, et de toute façon. Même si tu arrives au sommet, tu seras toujours en train de continuer ce que tu fais, quoi. Parce qu'il n'y a pas de sommet, en fait. Oui, c'est probablement la clé, enfin c'est probablement ce qui explique que ces gens continuent à travailler, ou que toi et moi on continue à travailler malgré tout, c'est on est trop anxieux pour s'arrêter. C'est ça. Et on est trop insatisfait avec nous-mêmes quelque part. Et en fait, c'est marrant, c'est une discussion que j'avais cette semaine sur mon plus gros défaut, c'est que je juge les gens à leur travail. Ce qui fait qu'il y a plein de gens que j'aime pas, alors que c'est probablement des humains très sympathiques, mais ils font du travail de merde. Mais c'est pas forcément de leur faute, c'est-à-dire que si t'es dans des conditions qui te permettent pas de faire du travail correct, qui font qu'on fait, ouais. Et où du coup c'est un vrai défaut de juger ces gens à leur production, puisqu'ils maîtrisent pas forcément les conditions de la production. Trame de système du capitalisme financier. Si je peux me permettre de parler comme un mec de gauche pendant 30 secondes. De toute manière, c'est mon podcast, donc je fais ce que je veux. Non mais... et où quelque part, je me juge moi-même à ça. Et oui, évidemment, je suis pas dans des conditions où je peux faire 100% de ce que je voudrais ou 100% de la manière dont je le voudrais. Enfin, j'ai pas... il faudrait infiniment plus de gens et infiniment plus de fric pour faire ce que j'aimerais qu'on fasse. Donc forcément, je suis insatisfait. Et donc, quelque part, même si parfois je suis dans la souffrance et parfois j'aurais envie d'aller ailleurs et d'aller faire autre chose, je me dis, oui, mais en même temps, j'ai pas fini. Ce qui est un vrai piège, parce que quelque part, T'as jamais fini. Et puis du coup, tu vas rester dans des situations de souffrance ou des situations d'insatisfaction ou d'anxiété. Alors que c'est, oui, évident, de toute manière, c'est pas fini. Mais même en allant voir ailleurs, ce sera pas fini. Enfin, ce sera jamais fini. Ouais, ce sera jamais fini. Comme disent les Daft Punk, le travail n'est jamais fini. C'est un autre truc qui m'avait plu aussi, mais beaucoup plus sur le côté impact. Enfin, c'est quelque chose que j'explore de loin en loin pour l'instant, parce que forcément quand tu fais partie un petit peu quand même des gens privilégiés parce que tu as un travail, tu es assez bien payé
et même la hausse énergétique, des prix des coûts de l'énergie par exemple, t'affecte pas plus que ça sur autre chose. Enfin, tu te dis que t'as quelque chose à faire pour rétablir une sorte de balance, quoi. Et lui, enfin, il me donne pas l'impression d'être un Bezos en puissance. Il s'est installé, je crois que c'est à Victoria, au Canada. Et c'est une ville qu'il tente de faire rayonner, en fait. Donc, toutes les institutions, que ce soit les hôtels qui étaient très connus, mais qui sont en pleine j'ai vraiment du mal avec les mots aujourd'hui. Décrépitude. Oui, la décrépitude, les restaurants, les trucs comme ça. Enfin, il essaie de recréer tout ça. Tu vois, de créer une ville qui rayonne vraiment. Et je trouve ça très intéressant parce que je crois que c'est une des meilleures choses que puisse faire un entrepreneur qui a du succès dans sa ville, quoi. C'est le côté vraiment très local. Ah oui, si tu peux être... Il y a plein d'entrepreneurs qui sont pas citoyens. Et il nous faut plus d'entrepreneurs citoyens, probablement. J'ai lu des choses infiniment moins business que toi. J'ai fini de lire What We Talk About When We Talk About Love de Raymond Carver, qui est un livre qui a eu une collection de nouvelles qui a eu je vais utiliser ce mot affreux, un impact conséquent sur la culture, puisque des livres ou des films ou des œuvres culturelles qui s'appellent What We Talk About When We Talk About Something, il y en a des centaines et des milliers. Et qui est, Carver, il est souvent considéré comme un maître de la nouvelle, quoi. Mais j'ai lâché la collection et je l'ai reprise là cette semaine pour finir. Il m'en restait 4 ou 5, dont la nouvelle éponyme. Et où c'est drôle, mais en fait, quelque part, la collection, le fait que tu lises les nouvelles en séquence, montre les ressorts narratifs qui sont utilisés par Carver, et notamment son utilisation de la violence. Qui était probablement super choquante à l'époque et faisait que oui, le fait que la nouvelle s'arrête de manière très brutale après quelques pages, elle s'arrête souvent sur de la violence. Il y a un facteur choc, quoi, et c'est probablement ce qui explique que ça a été si impactant. Et pour le coup, le mot convient bien, quoi. Oui. Quand tu te prends une pierre dans la gueule, c'est impactant, quoi. Mais finalement, la violence qu'il décrit, c'est une violence qui pour nous est quotidienne, quoi. C'est-à-dire quand t'es une femme dans l'espace public, ce qu'il décrit, c'est difficile d'être choqué par une nouvelle où t'as une fille qui se fait violer ou une fille qui se fait mettre la main au cul, parce que c'est l'expérience normale, malheureusement, de 50% de la population, quoi. Donc il y a un côté... En fait, ce qui est choquant, c'est quelque part pas ce qu'il raconte. Ce qui est choquant, c'est que ce soit si peu choquant. Et du coup, ça fait quoi, 134 pages, et ça fait 134 pages d'un terrible ennui. Et ça peut se lire comme une leçon. J'en parle sur le blog, je mettrai pareil le lien dans la description du podcast, parce que il écrit super bien, effectivement. C'est un maître de la nouvelle, quoi. Il y a pas de souci, mais tu le lis pour quelque part pour comprendre comment c'est écrit. Tu le lis pas pour le plaisir de lire une nouvelle, quoi. Et du coup, c'est chiant. Oui. C'est ultra chiant. C'est que c'est allé au théâtre voir la coulisse, quoi. Mais c'est ça. Ça peut être triste. Tu peux, il faut le faire, c'est super. Quelques-unes de mes meilleures visites, bien sûr. C'est ça. Mais une fois. Voilà. pas pour chaque pièce, quoi. Par ailleurs, j'ai lu un livre dont j'ai déjà parlé, dont je sais que tu veux lire, qui est Status and Culture de W. David Marks. Il faut absolument le lire. C'est bien. C'est genre bien. C'est vrai. Donc un livre sur comment... sa question, c'est qu'est-ce que c'est que la culture. Et ce que je trouve bien foutu quelque part, c'est quand il y a une progression dans le livre, et il se demande qu'est-ce que c'est que le statut social, et comment notre désir pour le statut social crée des goûts, crée des identités, crée des modes, crée des changements, parce que quand les riches créent un goût et que soudainement ce goût devient le goût commun, les riches inventent des nouveaux goûts, et tout ça crée notre culture. Et il finit sur une note un peu dissonante quelque part, qui est c'est marrant parce que quelque part tu le disais tout à l'heure sur le fait que quand tu parlais des passerelles musicales et que tout était passerelle, et lui il pense que oui, effectivement tout est passerelle, c'est-à-dire que toutes les modes, et d'ailleurs des choses dont on a déjà parlé ici, mais le fait qu'on regarde les années 80, les années 90 et les années 2000, les années 2010, et du coup finalement on boucle très très vite, on boucle de plus en plus vite, et plus rien n'est rétro parce que tout est rétro. C'est vrai. Et où il se demande si quelque part on n'est pas en état de stase.
Et on n'est pas à un moment où on peut pas dire qu'il y a plus de culture, mais où quelque part la culture ne progresse plus. Et donc qu'est-ce que ça dit de notre civilisation et qu'est-ce que c'est tellement et qu'est-ce que ça dit quand on dit status and culture? Qu'est-ce qui est en train de gagner? Est-ce que c'est pas le statut qui est en train de gagner sur la culture? Et donc quelque part, est-ce que c'est pas le fric, encore une fois, qui est en train de gagner sur la culture? Brillant, livre brillant. J'ai très hâte de le lire, très très hâte. Par ailleurs, le mec a fait le job. C'est la bibliographie, enfin, c'est une thèse, son truc. Non, mais ces mails, à chaque fois qu'il les envoie, je les garde précieusement parce que je mets plus de temps à les lire que ceux de Crack Mode. Et des fois, c'est un peu intimidant, parce qu'il faut réfléchir. Oui, tu peux pas rester passif, complètement. C'est exigeant, ouais. Et du coup, je sais qu'il me faut le temps. Enfin, je peux pas les laisser les marquer comme lus, parce que sinon, je sais que j'oublierai de les revenir après dessus. Et il faut que je prenne le temps de me poser pour les lire. Donc, le bouquin doit être quelque chose, ouais. Mais tu vois, c'est un bouquin que j'ai fini il y a une dizaine de jours, j'ai toujours pas écrit la critique, parce que, pareil, c'est fin. C'est que j'étais encore dessus, ouais. Ça, et puis je peux pas m'arrêter à 2 paragraphes, quoi. Ce serait pas lui rendre service au bouquin. Donc du coup, ça m'oblige, moi, à réfléchir sur, non pas seulement ce que j'ai lu, mais à réfléchir sur toutes les notes que j'ai pu prendre autour. et donc bosser. C'est bête de se dire que lire un bouquin te file du boulot, mais c'est quelque part les meilleures lectures. C'est des lectures qui te... Oui, c'est fertile. Ouais. C'est ça, une fois que tu t'as posé le bouquin, c'est là où ça commence. C'est super. C'est ça. Ça, c'est merveilleux. Ouais. Et donc, puisqu'on parle de statut et de culture et de fric qui achète ta culture, acheter. Bah, vas-y, je t'en prie. Qu'as-tu acheté, toi? J'ai acheté un adaptateur USB-C vers jack 3,5 mm en promotion sur Amazon à 8€. Mais pourquoi? parce que mon nouveau téléphone, il a un port USB-C. Et donc, mon nouveau téléphone n'est pas un iPhone. Attends, ton nouveau téléphone? Pour la première fois depuis des années, j'ai acheté un téléphone personnel. Ça fait depuis l'iPhone 6, je crois, que j'ai plus de téléphone personnel. Et c'est un Google Pixel 6a. Non, mais alors tu te fous de la gueule du monde quand même, parce que, genre, tu prends un Google pour ton truc personnel? Totalement. J'adore. C'est tout le contraire de ce qui serait logique que j'achète, et c'est précisément pour ça que je l'achète. Non, ce qui serait vraiment le contraire, ce serait genre Xiaomi ou je sais pas quoi, tu vois, un truc vraiment, t'as un peu, c'est vraiment glauque, quoi. Faut pas déconner non plus, j'ai un peu d'amour-propre. Ouais, voilà. Non, mais je comprends pourquoi on achète ce genre de téléphone, mais ce que je trouve... j'en ai fait acheter un à ma sœur de Google Pixel 6a, parce que 300 balles. Ouais, non mais enfin le rapport qualité-prix est complètement battable. Et pour 300 balles, t'as un téléphone 5G avec un écran raisonnable et peut-être le 3e ou 4e meilleur appareil photo du marché, quoi. Franchement, c'est extraordinaire. Et en plus, t'as un Android qui est relativement propre. Et c'est justement ce que je voudrais tester. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas touché de l'Android à peu près raisonnable, alors que justement, j'ai un peu testé des Xiaomi, des Huawei, des Oppo, des trucs comme ça, là. C'est aussi pour ça que j'ai un avis sur ces téléphones et que je pense qu'il faut pas les acheter, quoi. Et donc j'avais le choix entre un Samsung et un Google, et j'aimerais quand même voir ce que fait Google et ce que fait Google avec Android et cette version absolument pas open source d'Android. C'est-à-dire, quand je disais il y a quelques années qu'Android était mort, j'avais raison. Aujourd'hui, Android, AOSP, c'est pas Android, et Android est évidemment un système aussi fermé qu'iOS, ou aussi ouvert qu'iOS, parce que ça marche dans l'autre sens. Quelque part, tu pourrais dire qu'iOS est open source, tu peux aller télécharger le code source de Darwin si t'as envie. Mais ce serait à peu près aussi stupide de prétendre qu'iOS est ouvert que de prétendre qu'Android est ouvert. Et justement, j'aimerais voir comment ils jouent le jeu de la fermeture avec les Google Mobile Services, et justement comment ça se compare avec Apple. Je pense que c'est intéressant, et je peux pas faire ça en 15 jours. Et je peux pas faire ça si c'est mon téléphone secondaire. Ok. Il a fallu que je recrée un compte Google en 2022. Ok, bah j'ai hâte de voir ton retour d'expérience. Sur la tranche inférieure, il y a le port USB-C, justement, et puis il y a deux traits, je suppose que c'est là où il y a les micros et les haut-parleurs, et ces 3 trous sont pas alignés. Et je crois que ça dit tout ce qu'il faut savoir sur Google. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu as acheté un adaptateur Apple pour un truc Android?
J'ai acheté un truc Apple parce que figure-toi que c'est le moins cher. Alors là... C'est-à-dire que même Ugreen, qui... Enfin, tous mes chargeurs, Ouais. tous mes câbles, c'est des trucs Ugreen. Même l'adaptateur que j'ai devant moi pour brancher ma carte son à mon iMac est un truc de chez Ugreen. Même le petit adaptateur USB-C d'Ugreen est plus cher que celui d'Apple. Ok, respect Apple. Et au passage, les gens qui nous écoutaient, le lien vers cet adaptateur est dans la description. Achetez-le, parce que vous savez quoi, l'an prochain ou l'an d'après, vous allez en avoir besoin pour votre iPhone. Et c'est maintenant qu'il est pas cher qu'il faut l'acheter, pas dans 2 ans quand ils vont tripler le prix. C'est pas faux. C'est ce que tu évoques là. Tu veux parler des polices ou pas? Si tu veux. C'est comme tu veux, toi. C'était quoi ta transition? De quoi tu voulais parler? Bah, c'est que en fait, la variation prochaine des prix est aussi un argument sur, qui pèse dans la balance de mon choix d'équipement. Mais en fait, pas tant que ça quand j'y réfléchis. Donc non. Non, mais il y a ça aussi quelque part. Je veux dire, se dire que pour 300 ou 400 balles, et je l'ai pas payé 300 ou 400 balles à la fin, je l'ai payé 0€ parce que mon opérateur me l'a donné. Donc c'est forcément moins cher qu'un iPhone. Mais ça fait aussi partie des choses auxquelles je pense. C'est-à-dire que j'ai la chance, le confort quelque part que mon employeur me file un iPhone à peu près tous les 2 ans. Ce sera pas forcément le cas toute ma vie. Et je peux pas mettre 2000 balles dans un téléphone. C'est pas possible. Non, ouais. Donc je dis pas que c'est mon plan B. Le Google Pixel 6a, faut quand même pas aller jusque-là. Mais tant que c'est confortable de le faire, quelque part, d'explorer tout ça, pour pas être pris au dépourvu, si un jour la bise doit venir. Ok. Bah de mon côté, j'ai rien acheté, et j'ai même fait le contraire, Anthony. J'ai vendu. Pas mon âme au diable, non, ça c'est fait depuis longtemps. Ça fait longtemps que c'est fait. Très longtemps. Depuis que j'ai cliqué sur accepter sur les conditions générales d'Apple. Non, j'ai vendu mon iMac, figure-toi, ça y est, j'ai réussi à le vendre. Et je suis un peu dépourvu maintenant que la bise est venue. Est-ce que tu peux me dire pourquoi diable l'iMac ne t'a pas satisfait? Je suis devant un iMac présentement, j'en vois pas le bout de cette machine. Pourtant, c'est pas très profond, hein, donc... Il est drôle. Oui. Bon alors, pourquoi? Alors, pour plusieurs raisons. En fait, c'est plusieurs bonnes raisons. Alors, je crois. Non, mais on verra je dois après. le préciser parce que... Voilà, essayez de me croire, s'il vous plaît. Donc alors, non, la première, c'est qu'en fait, en vrai, sur Logic, parce que j'utilisais beaucoup le Mac avec Logic pour la musique, il était... Enfin, j'ai vite senti le bout des 8 Go de RAM. Ok. Ça, c'est un premier problème. Donc ça, c'est ma faute totalement, c'est que à la base, j'aurais dû prévoir ça. Je me suis dit que le M1 suffirait à un cycle swap et tout ça, que j'aurais un bon équilibre de performance et tout. Non, j'aurais dû prendre 16 Go. Ça, c'est un vrai truc. Mais en fait, il y a aussi la question du M1 tout court. C'est que quand j'ai mis on peut mettre dans Logic le potentiomètre là, qui montre l'activité du processeur et tout. Oui. Et c'est vrai que, avec quelques plugins, c'était vite réglé, quoi. Ça allait vite au bout. Ok. Parce que, je crois que j'attendais trop du M1. C'est-à-dire que ça faisait longtemps que j'avais pas eu... J'avais un MacBook Pro 13 pouces Intel, tu vois, depuis certains temps, depuis genre 2-3 ans. Et du coup, j'avais une expérience Intel, quoi. Et je me suis dit, la M1 va forcément faire 2 fois mieux. Non, ça faisait 1,5 fois mieux. C'était déjà énorme. Mais ça peut pas non plus faire 2 fois mieux, quoi. Et du coup, voilà, j'avais cette espèce d'attente qui était un peu déconnante. Mais c'est intéressant parce que Logic Pro, c'est l'application la plus puissante quelque part que j'utilise régulièrement pour monter ce présent podcast, mais où c'est aussi quelque part l'application qui pour moi, ça a vraiment été la plus grande progression de passer sur les puces Apple. Ouais. Parce que sur les machines Intel, je sentais vraiment qu'elles avaient du mal. Quand tu mettais 6, 8, 10 pistes, c'était foutu, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors que là, il y a le petit générique au début, il y a nos voix, il y a quelques compresseurs, limiteurs, machin truc muche, parce qu'évidemment, la voix que vous écoutez, c'est pas nos voix naturelles, ce serait affreux sinon. Mais justement, contrairement à toi, j'utilise pas énormément d'effets, et quand je branche ma guitare, voilà, c'est une virtualisation d'ampli, c'est 2-3 pédales logicielles, j'ai pas énormément d'effets, donc quelque part, je vois la progression parce que j'ai plus de puissance sous la pédale, quoi, mais je suis loin d'aller au bout. Alors que toi, visiblement, si. Ouais, le problème, c'est les VST. Ok. Ce qui est instrument virtuel, c'est ça qui m'a mis dedans. Au niveau des pistes, en soi, c'était pas un problème.
Mais c'est vraiment vu que c'est des logiciels dans le logiciel et qui sont pas optimisés tous aussi bien pour la M1, ça c'est vraiment un problème pour le coup inhérent au VST, quoi. Donc c'était problématique, et ça c'était le premier vrai sujet, quoi. Le second, c'était qui est un peu deux circonstances en une seule, c'est que au boulot, du coup, je passais sur un M1, un MacBook Pro M1 13 pouces, donc puissance équivalente, quoi. Et avec plus de stockage, pour le coup, d'ailleurs, c'est bien. Et d'un autre côté, après le séjour de New York et tout ça, j'étais complètement à sec. Et donc, du coup, j'ai pris la décision de vendre l'iMac pour à la fois Enfin, j'avais pas trop de pertes, entre guillemets, à vendre l'iMac parce que au niveau des performances, j'avais la même chose sur le Mac du boulot que j'utilise de manière perso aussi. Et en plus, j'avais besoin de thunes, donc c'était assez vite résolu, quoi. Bon, ça va, ce sont 3 bonnes raisons. C'est bon. Merci. Le problème, parce que moi, évidemment, la nature horreur du vide, donc j'ai envie d'un nouveau Mac tout de suite. Mais le problème, c'est que mon fonctionnement est complètement perturbé actuellement, parce que bon, là, déjà sur l'ordi, enfin, un ordi qui a deux rôles, c'est un peu compliqué à gérer quoi qu'il arrive. Ouais. J'avais essayé de faire 2 sessions à la base, genre une pro, une perso, ça marche pas du tout, parce que tu mets 2 fois iCloud, du coup, mais pas tout à fait en même temps, parce que tu veux de certains trucs, pas tout, enfin, c'est très compliqué. En plus, je crois qu'iCloud, avec 2 Mac, enfin, je sais pas, mais il y a un truc qui se passe dans sa tête, il disjoncte, quoi, de ouf. Donc, il y avait des messages que je recevais pas, d'autres que je recevais en tant qu'SMS, enfin, c'était bizarre. Oui, quand t'as 2 comptes iCloud sur la même machine, t'as très clairement un compte qui est le compte principal et l'autre qui est le secondaire, et il marche pas pareil. Ça se sent. Ouais. Non. Ah ouais, c'est pas encore au point. Non. Quelques années plus tard, hein, mais bon. Passons. C'est un peu compliqué là. Enfin, c'est pas un Mac que j'ai plaisir à utiliser pour le perso, parce que du coup, forcément, tout ce que je fais pro est dessus. Et j'aimais bien le fait de pouvoir changer d'ordinateur quand je faisais que le perso, et voilà. Bah, c'est ça, ouais. Parce que là, du coup, tout est mélangé. C'est ça. Donc j'ai mon Logic et tout là-dessus, et je peux composer dessus. Enfin, techniquement, je peux le faire. Mais j'ai pas envie de le faire. Mais potentiellement, t'es un samedi à 17h, complètement au hasard, Ouais. dans Logic, et tu reçois une notification du Slack du boulot, quoi. C'est ça, enfin, je le fais quand même, mais genre, ça peut être un événement du calendrier, ça peut être des trucs comme ça, effectivement. Enfin, c'est trop schizo, quoi. C'est trop trop pervasif, c'est problématique. Du coup, il faut que je me rééquipe, ça c'est sûr. Le problème, c'est que actuellement, enfin, j'ai 2 choix possibles, et aucun n'est vraiment satisfaisant, et je pense qu'il manque quelque chose dans la gamme Apple. Je m'explique. Allez. En fait, déjà, je fais une parenthèse, un préambule, c'est que ça devrait me permettre aussi, enfin, ce que j'aime bien dans la configuration actuelle, c'est que ça devrait me pousser à faire de la musique pour la musique, dans le sens où, techniquement, si tu veux faire de la musique, avec un iPhone, t'en fais, toi. Oui. Et moi, non, parce que je suis quelqu'un de flemmard. Du coup, forcément, je me dis que l'outil fera que je ferai plus de musique. C'est faux, mais c'est pas grave, j'ai envie d'y croire quand même. Donc, fin de la parenthèse. Du coup, les 2 machines qui sont possibles dans mon cas de figure, c'est soit un Mac Studio, soit un MacBook Pro 14 pouces. Ah, carrément, quoi. Bah, je suis obligé. C'est-à-dire qu'il y a pas... en M1 Pro, il me faut une M1 Pro, quoi, tu vois. La M2, c'est pareil que la M1, entre guillemets, enfin, j'aurais le même problème. Ok. Donc, M1 Pro, c'est uniquement sur le MacBook Pro 14 pouces ou 16 pouces. Et 16 pouces, c'est trop... Enfin, j'ai pas d'intérêt pour le coup, c'est trop grand. Et j'aime pas les portables, de toute façon. Enfin bon, c'est un autre problème. Et la M1 Pro suffit largement. Mais voilà, les portables, j'aime pas trop. Enfin, j'utilise jamais la musique en bougeant. Mais il a quand même des avantages, dans le sens où il a des micros intéressants, il a un bel écran. Enfin, le MacBook Pro est quand même pas mal. C'est intéressant, ça, quand tu dis que t'aimes pas trop les portables. Pourquoi ? Je crois que j'ai besoin de faire de la musique à un endroit précis. Déjà parce que le piano est un vrai meuble. Oui. Ça n'aide pas, certes. Mais parce que... ouais, c'est très ritualisé dans un espace, quoi. La musique en déplacement, j'arrive pas trop. Et il y a pas un moment où tu pars avec un clavier maître, je sais pas, 2 ou 3 octaves dans le sac à dos, avec un portable, et tu te dis, voilà, je vais être dans le TGV, je vais m'amuser. C'est pas... Jamais, j'ai déjà essayé avant, et en fait, c'est pas... je pourrais écrire des paroles, des trucs comme ça, mais jamais composer vraiment dans le train, par exemple. Ok. Ouais. En tout cas pour l'instant, peut-être que ça changera d'ici 10 ans, tu sais. Oui, donc quelque part, même actuellement, ton MacBook Pro, du boulot, tu l'utilises comme un ordinateur de bureau, quoi. C'est ça. Ok. Là, il est sur un trépied, tu sais, avec le clavier et tout externe. Ouais. Et du coup, l'autre choix logique, ce serait le Mac Studio, mais ça me fait chier d'avoir une M1 Max
et 32 Go de RAM, j'ai pas besoin de tout ça non plus, quoi. Genre, je me dis, bon, au moins c'est bien, je suis paré pour quelques temps, mais too much. J'ai un peu le même problème au bureau quelque part, où j'ai un Mac Mini M1 qui a remplacé très avantageusement mon Mac Mini Core i7, Core i9, je sais plus. Enfin, j'avais le top de la pop du Mac Mini Intel, et où là quelque part j'ai pas le top de la pop de la gamme, j'ai le bas de la gamme, mais où niveau puissance c'est la même chose. Et où bah là par exemple je sors de 12 semaines de livres et être obligé d'attendre 3 ou 4 minutes la compilation du livre à chaque fois, c'est un... tu perds... Hier j'ai perdu, je sais pas, peut-être 1 heure ou 1 heure et demie à attendre la compilation. Alors pendant ce temps-là tu prends l'iPad et tu relis tes épreuves, c'est pas un souci, mais... C'est un peu souffrant. Et c'est de ma faute, c'est-à-dire qu'évidemment je pourrais dire on prend une instance Mac Mini Colo, je sais pas quoi, et puis on fait tourner un Mac Pro dessus, ou au lieu d'avoir une pipeline qui est très orientée Mac, je fais en sorte qu'elle puisse tourner 100% sur Linux, et je prends une instance Amazon, machin truc. Évidemment qu'on pourrait faire tout ça, mais enfin au bout d'un moment c'est chiant, et je serais pas contre quelque part. Et le Mac Studio c'est trop. C'est trop. Contrairement à ce que mon collègue qui nous écoute, Nicolas, salut Nicolas, prétend, un Mac Studio pour notre travail, c'est trop. Il manque un Mac Mini avec une puce, avec la puce du MacBook Pro 14, quelque part. Non, je vais te dire ce qu'il manque. Il manque un iMac avec une main pro. Oui, non mais oui, c'est ça. Même chose. Oui. Parce que l'iMac est parfait. L'iMac est parfait, genre il a tout. Il a l'écran qui est magnifique, parce que le problème des écrans externes maintenant, c'est que t'as aucun écran qui équivaut à celui de l'iMac. Non. Ou à celui du MacBook Pro 14 pouces, parce que t'as pas de True Tone, t'as pas cette espèce de, enfin le Retina comme ça spécifique n'existe pas ailleurs. Il y a plein de trucs qui manquent. Il y a pas de P3, il y a pas de trucs comme ça. Il y a toujours des trucs qui cochent certaines cases, mais jamais tout en même temps. Ouais. T'as pas la caméra qui va avec, t'as pas les haut-parleurs extraordinaires qui vont avec, t'as pas les micros qui vont avec, enfin genre c'est parfait l'iMac, c'est juste que il faut juste une version un tout petit peu plus puissante si c'est possible, un tout petit peu, et ça suffirait largement. Mais ouais, peut-être un iMac Pro, je sais pas comment ils vont l'appeler si jamais ça sort un jour, quoi, mais tout allait bien dans l'iMac sauf la puissance, c'est vraiment dommage. Alors tu vois, c'est drôle parce que je suis un peu jaloux que t'aies vendu ton iMac. Parce que mon iMac, qui est installé dans la cuisine, devant lequel je suis présentement, m'ennuie au plus haut point. Il fallait prendre en gris, c'est pour ça. Et non, par ailleurs, la couleur est son... Mais en fait, c'est terrible ce que je veux dire, mais la couleur est son meilleur argument. Ah, chaud. Dur un peu quand même, là. Mm-hmm. Et c'est une fantastique machine, encore une fois, pour l'usage que j'en ai. Elle est l'usage personnel que j'en ai. Elle est largement suffisante. Ce serait autre chose si je m'en servais professionnellement, mais c'est ma machine perso. Mais au final, je m'en sers à peu près pour rien d'autre qu'enregistrer et monter ce podcast. Ah ouais. Et ça fait un peu cher pour une station de podcasting. Et en ce moment, je suis en train de refondre mon site. J'ai des idées en tête. J'en ai déjà parlé. Enfin, voilà, j'aimerais un peu explorer des directions graphiques. J'en ai pas parlé dans la rubrique acheter parce que j'ai un peu honte, mais j'ai acheté pour 5 ou 600 balles de police cette semaine, c'est affreux. Heureusement que c'est pas mon argent. Mais voilà, je m'amuse, je fais des trucs dans InDesign, je fais des trucs dans Safari, machin truc Muse, Visual Code Studio, enfin je m'amuse sur un vieux MacBook Pro qu'Apple nous a prêté il y a des années, quoi, dans mon canapé. Parce que voilà, je peux coder dans mon canapé. Cette nuit, j'arrivais pas à dormir, j'ai codé dans le canapé, je me suis pas mis devant l'iMac. Et il y a une rigidité dans l'ordinateur de bureau. Il faut aller vers. Ouais, c'est vrai. Et où c'est bien, comme tu dis, tu vas vers la musique. J'en ai marre d'aller vers le code ou d'aller vers l'écriture. J'ai besoin quelque part que ce soit plus simple. Non, il y a 2-3 moments où effectivement je suis content d'avoir un portable, dans le sens où bah tu vois, il suffit que je reçoive un appel FaceTime et puis je vais dans le canapé du coup, et comme ça avec Adrien on répond de ça, ou bien Adrien joue à la PS5 à Final Fantasy et du coup moi je suis à côté en train de le juger et d'écrire des trucs, voilà. C'est vrai que ça bouge avec toi, c'est quand même pas mal. L'appareil qui a changé ma vie, faut le dire comme ça, c'est l'iPad mini. Mais en fait je crois que c'est ça qui me manque, c'est un iPad. Ouais. Une passerelle, quoi. Mais où je compte plus le nombre de fois, je l'ai encore fait ce matin, quoi, où me vient une idée, soit d'écriture, soit de graphisme. Là, ce matin, c'était de la maquette.
Tu sors l'iPad, tu sors le pencil, il était dans le tiroir, c'était littéralement... j'étais dans le lit, quoi. Tu tends le bras, tu récupères l'iPad, le stylet, tu griffonnes ce que tu as besoin de griffonner, et tu retrouves ça 2 heures plus tard sur ton Mac. Tu peux... S'il faut aller vers le bureau, laisse tomber, quoi. Le temps de traverser l'appartement, t'as oublié ce que tu voulais faire. Il manque... Je sais pas s'il faut dire un iPad avec une puce à main pro, mais... mais on en parlait cette semaine au travail parce que c'est l'anniversaire de la Microsoft Surface et on revenait sur les tests qu'on a fait au fil des années de la gamme Surface et notamment le tout premier test qui est le test de la Microsoft Surface RT que j'avais démoli. C'est peut-être le pire test que j'ai jamais écrit parce qu'en plus j'avais été méchant et que j'aime pas être méchant. Et je crois pas que Microsoft y soit encore tout à fait arrivé. Je crois pas que la Surface soit encore ce qu'elle devrait être. Mais je crois qu'on n'est pas loin. Et je commence doucement à en avoir ras-le-bol de l'inflexibilité d'Apple sur la question. Oh, ne dis pas ce que tu vas dire. Ne dis pas ce que tu vas dire, non. Et je crois qu'un jour ou l'autre, va falloir se poser la question de à quoi ça sert iPadOS, à quoi ça sert macOS, et est-ce que tout cela est bien raisonnable ? Putain merde, ça ferait une bonne conclusion. Mais j'ai envie de dire un truc. Vas-y. C'est intéressant que tu te poses la question parce que je regardais justement dans mon flux YouTube infini, tel le puits de l'enfer, eh bien il y avait une vidéo sur les nouveautés de Windows 11.x, Y, Z, ou peut-être Windows 11 tout court, je sais même plus d'ailleurs où est-ce qu'on en est. Et je me faisais la remarque que ça avait quand même bien progressé au niveau d'interface, juste déjà du look. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est joli, mais c'est de moins en moins moche. C'est de moins en moins moche, tout à fait. Et après, j'ai reçu un SMS de Philippe qui me disait tu sais, en fait, j'ai dû installer un script sur mon PC pour pouvoir voir les applications tout au même endroit, parce que c'est impossible de voir où sont les programmes tous au même endroit sur PC. C'est vrai. Et je disais, ouais. c'est quand même particulier, quoi. Enfin, genre... Tu remarqueras que je me suis permis de préciser que c'était pas encore tout à fait. Je crois que dans l'ADN de Microsoft, il y a quand même cette tendance globale au semi-sabordage, quoi. Il y a toujours d'excellentes idées qui arrivent à moitié à destination. Genre, tu vois, c'est les voiles qui arrivent, mais pas la coque. Oui, mais tu sais comme... Allez, cassons des totems dans ce podcast. Allons-y. Les gens aiment les chats comme les gens aiment Windows. C'est-à-dire, tu sais que ton chat, il a qu'un seul neurone. Et qu'il le partage avec l'ensemble des autres chats. Les chats, c'est con. Il n'y a pas plus con qu'un chat, les gens. Absolument stupide. Et les chats, c'est méchant parce qu'en fait, comme ils ont qu'un seul neurone partagé pour 4 milliards de chats, quand ils ont besoin de puissance de calcul, ils font appel directement à Satan. Et c'est pour ça que les chats essayent de vous tuer en permanence. Sauf quand leur neurone s'allume. Mais le côté... Ce qui est très rare. Ce qui est rare. Mais le côté touchant du chat dans sa bêtise, c'est le côté touchant de Windows dans son imperfection. Il y a un designer chez Microsoft, il fait tout. Il y en a un à peu près talentueux, quoi, et il fait tout. C'est ça. Et je pense que c'est le même depuis le début. qui est en stase, tu sais, dans son espèce, dans un bocal, je sais pas comment ça se passe, mais... Et ils ont oublié qui le payait, et ils savent pas dans quel bureau il est. C'est ça. Faudra qu'on raconte son histoire un jour. Mm-hmm. C'est le bon samaritain de Microsoft. C'est genre le mec est... Personne ne sait qui il est, comment ça se fait qu'il soit encore là et tout ça, mais il fait le bien. Mais c'est ça. Et du coup, c'est terrible ce que je veux dire, mais quand t'entends que Evan Sankey quitte Apple, tu dis ah bah oui, donc on a perdu la dernière, quoi. J'ai le sentiment ces dernières années qu'ils en foutent plus une, quoi, que cette plateforme ne progresse plus. Ouais. Encore une fois, c'est bien pokernft.com. Mais moi, j'aimerais pouvoir utiliser ma machine, quoi, et pas pour regarder des pubs dans l'App Store, ou dans Plan, ou dans Livre, ou dans Safari, ou partout, parce qu'il y en a putain de partout maintenant. J'aimerais juste pouvoir travailler. Ouais. Et ouais, la plateforme de Microsoft est dégueulasse, mais elle est de moins en moins dégueulasse. Donc elle progresse.
Et la Non, mais c'est ça, ouais. sensation de progression, je pense que la plateforme d'Apple est évidemment meilleure que celle de Microsoft, mais elle ne progresse plus, et la sensation de progression, c'est super important. Je suis d'accord. Parce que, en plus, c'est ce qui caractérise Microsoft ces temps-ci, et depuis quand même maintenant une bonne dizaine d'années, je dirais, c'est peut-être 5 ans, 10 ans, 8 ans. C'est c'est que c'est pas l'innovation de la Samsung, quoi. C'est-à-dire, enfin, il y a des trucs bizarres et chelous, mais c'est pas. Enfin, toi, Samsung, je dis qu'il innove alors qu'il fait juste, il vomit, tu vois. Non, ils font n'importe quoi, Samsung. Ils font n'importe quoi. C'est pour ça qu'on les aime. Ou pas. Oui. Non, mais c'est vrai. Quelque part, c'est avoir une némésis, mieux vaut le diable que tu connais, tout ça. Enfin, oui, effectivement. Mais Microsoft effectivement, tu te dis très bien les choses. Il y a quelque chose de touchant, quoi. C'est genre, on dirait qu'ils font un peu de leur mieux avec ce qu'ils ont, quoi. Ouais. Et sur le matériel, ça me plaît quand même pas mal, quoi. Ouais. Enfin, genre, il y a des choses intéressantes quand même. Ça fait chier, mais bon. Leur Surface Studio, là, qui est leur iMac. Franchement, tu peux rabattre l'écran vers toi et poser un bouton dessus pour le stylet. Et pourquoi j'ai pas ça avec macOS ? Pourquoi mon iMac devrait pas être tactile ? Ah non, parce que tu comprends, on peut pas. Ok, fin. Super. Pourquoi tes potards dans Logic, tu pourrais pas les toucher du doigt, bordel ? Ce serait tellement logique, quoi. Enfin, pardon, j'ai même pas pensé à ça. Mais non, mais ouais, ce serait. Enfin, puis la taille du truc, enfin, genre, le studio. Bon, là, je crois que c'est un prix à 10 000 euros. C'est un peu cher. On regardait les premiers modèles, ils étaient autour de 5 000 balles. C'est un peu. Oui. Ça a monté, ouais, bon. Mais, enfin. Et puis, enfin, ils se débrouillent pas mal aussi sur tout ce qui est service, quoi. Le truc Xbox pour les jeux. Non, ce qu'il faut être assez honnête, OneDrive, ça fonctionne pas mal. Hein. Microsoft 365, on se moque, mais ça marche. Hein. Oh, c'est une abomination par contre. Hein. Ça, par contre, c'est vraiment l'enfer. L'interface du ruban est effectivement une certaine vision de l'enfer. Mais. Ouais, non, il n'y a rien qui va là-dessus. Mais. Tes fichiers sont synchronisés, quoi. iCloud, parfois, synchronise pas tes fichiers. Souvent. Toujours. Non, iCloud, franchement, ouais. C'est bizarre quand même cette boîte Apple là. Uh-huh. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Non, parce que je veux dire, c'est vrai, enfin, il y a le syndrome un petit peu du premier de la classe et ils se reposent un petit peu sur leur laurier. Pour l'instant, ça leur réussit bien, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est une plainte qu'on a qui est vieille comme le monde un petit peu. Ouais, mais pas pour les mêmes raisons. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment une tonalité qui a changé. Là, il y a vraiment un côté. On voit plus où ils vont. Et enfin, je crois que c'est aussi quelque part ce qui complique ta décision d'achat ou ma décision de changer de matériel. C'est ok, mais à la fin, le facteur limitant, c'est pas le matériel. J'entends ce que tu dis sur la puce M1 Max et sa giga de RAM et tout ça, et d'accord, ok. Non, mais je peux quand même faire de la musique sans. En fait, techniquement, en soi, je sais que je peux en faire quand même. C'est juste une question de confort, quoi. Mais le matériel n'est pas le facteur limitant chez Apple. Ouais. Clairement pas. Aujourd'hui, ce qui coince chez Apple, c'est le logiciel et le service. Et c'est embêtant parce que tu sais quoi, le seul truc qui distingue à la fin les produits Apple des autres, c'est le logiciel et le service. Et les services. Et s'ils sont infoutus de faire des logiciels stables et utilisables et raisonnables, ce qui n'est pas le cas de tout ce qu'ils ont montré dans Ventura, j'ai suffisamment écrit sur le sujet pour avoir un avis sur la question. Et il est pas bon, et on en parlera dans un futur épisode. Mais tu vois, si je discute super régulièrement avec des graphistes et je suis toujours étonné quand il y a des gens que je n'arrive pas, quand je les imagine, je ferme les yeux, je les imagine, je les vois avec le même sac à dos depuis 20 ans et le même Mac. Et tu vas boire un café avec eux et soudainement ils sortent un PC Lenovo. Et tu fais... Et ils te disent, bah quoi, j'utilise Photoshop et Figma, c'est pareil. Et finalement, ton problème, c'est que tu utilises Logic. Non, c'est totalement ça. Tu utiliserais Audition, Oui, ta question, elle serait réglée. T'aurais pas de Mac. Tu ferais pas de musique sur Mac. Je crois que j'ai l'impression frappante qui étreint les orthodoxes quand ils voient les hérésiarques, tu vois, quand on me dit ça. Mais d'un autre côté... Mais tu parlais de Philippe tout à l'heure, ouais. Ton frère, il a un PC, bordel. Pour jouer. À la fin, il a un PC. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. À la fin, merde, on en est à 50 et quelques épisodes. Faut utiliser le meilleur outil pour la tâche, quoi. Et je suis de moins en moins convaincu que pour tout un tas de tâches, le Mac soit le meilleur outil. Ça me coûte de le dire. Ça me coûte. Le problème là-dedans, c'est aussi... Enfin, tu as tout à fait raison sur le fait que c'est un problème de logiciel et de service. Et le gros souci de ça, c'est que
Autant sur la période matérielle, on avait un gros problème pendant la fin de l'ère Intel. Oui, mais si tu veux, c'était pas grave. Toute l'industrie était au même C'était transitoire. au même endroit et au même point, ouais. Et par ailleurs, ces machines étaient quand même super jolies, quoi. Enfin. Oui, c'est ça. Et puis c'est jamais des problèmes qui sont dans la durée. Oui. C'est-à-dire que genre même si ça dure le caprice du clavier papillon, tu vois, ça dure ce que ça dure, mais on passe à autre chose, quoi. Là, sur le service et sur le logiciel, c'est des choses qui sont beaucoup plus inscrites dans la durée parce que c'est l'ADN du produit, quoi. Ah, la boîte est entièrement orientée vers ça. Enfin, tu peux pas soudainement dire, les mecs, on arrête avec cloud, quoi. C'est ça. Oups. Donc ouais, non, c'est ça. Enfin bon, est-ce qu'elle a déjà commencé avec cloud, cela dit. Certes. Mais faire en version bêta depuis 20 ans, tu sais. Mais mais ouais, c'est un peu un cas de conscience, ouais. Je crois vraiment que finalement, c'est parce que ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois qu'on en parle de ton iMac, mais je crois que finalement l'incompréhension qu'il y a entre toi et moi sur mais pourquoi diable il vend cette machine, elle est là-dedans, c'est-à-dire que tu te sens limité par le matériel, et je crois que ta perception est totalement valide, il n'y a pas de souci. Je suis persuadé que c'est pas le problème.